Oui, écoutez, alors donc d'abord une grande félicitation au travail, et comme quoi le travail individuel, l'engagement persévérant, l'engagement intelligent peut être efficace, comme quoi quelques-uns on peut réussir à entraîner des dynamiques et à broyer aussi des idéologies de destruction de la France. Je voulais faire une petite remarque concernant l'attitude des politiques, parce que nous qui sommes, moi qui suis un militant politique, et j'ai toujours considéré que tout était politique. Et dans le cadre de la reconquête, de la résistance, du combat, tout reste toujours politique. La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi ces représentants politiques français, le maire de Paris, à Paris ou d'autres, sont-ils à ce point obsédés par l'idée de faciliter l'islamisation de leur ville, de faciliter la construction de mosquées? Moi, je vois 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est le plus simple, le plus classique, c'est que ces gens-là veulent d'une part la paix et deuxièmement les voix des électeurs musulmans. Réaction purement pragmatique et intéressée, ce sont des politiciens qui n'ont qu'une obsession, se faire élire et se faire réélire, et pour se faire élire ou réélire, toutes les voix sont bonnes, y compris celles des Français dits musulmans. Premier élément. Deuxième élément, une réponse plus idéologique, qui est la suivante, c'est que cette classe politique française-là est obsédée par le mythe de la diversité, l'obligation de s'ouvrir aux cultures étrangères, de faire preuve de tolérance, d'accueillir le migrant, de favoriser l'islam, le développement de la culture musulmane, etc. L'obsession de la repentance, de la culpabilisation et l'obsession de la mise en œuvre de la diversité. Et puis, troisième élément, qui est un élément aussi idéologique, qui est une grande utopie, c'est que je crois que beaucoup sont convaincus que par un coup de baguette magique, ils vont réussir à laïciser l'islam, ou ils vont réussir à franciser l'islam. Tant c'est si bien d'ailleurs qu'ils ne parlent pas d'islam en France, mais qu'ils ont inventé le concept d'islam de France, comme s'il y avait un islam de France. Lorsque j'avais été de manière très sympathique invité par Riposte Laïque lors de leur conférence l'an dernier, j'avais rappelé aux personnes présentes, mais quelle est la différence entre l'islam de France et l'islam de Belgique? Peut-être qu'en Belgique, ils lisent le Coran avec l'accent belge, mais sinon je ne vois pas la différence entre l'islam en France, l'islam en Belgique, l'islam en Allemagne, l'islam en Suède, l'islam ailleurs. Il n'y a pas 50 formes d'islam. Donc il n'y a pas plus d'islam de France que d'islam d'Allemagne ou de Grande-Bretagne. Non, il y a l'islam. Alors tout à l'heure, cela a été rappliqué, il y a l'islam. L'islam, c'est l'islam. Il peut y avoir des musulmans modérés, mais il n'y a pas d'islam modéré. L'islam, c'est non seulement une conception religieuse, mais aussi politique et sociale. Tant et si bien d'ailleurs que les frères musulmans considèrent que le Coran, c'est leur constitution. C'est leur constitution, ça veut tout dire. Donc ceux qui pensent qu'ils vont moderniser l'islam, qu'ils vont laïciser l'islam, que l'islam va se fondre dans le creuset des soi-disant vertus de la République, sont des utopistes, des naïfs, des imbéciles ou des traîtres, ou tout ça à la fois d'ailleurs. Ils ne vont pas se fondre dans le creuset républicain ni national, puisque ces gens-là ne veulent pas de ce creuset national républicain, ils veulent un autre modèle, un autre système. Et ce n'est pas quelque chose qui est compatible avec le nôtre, c'est un modèle de société, un modèle total qui veut se substituer à notre modèle culturel, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous entendrez les politiciens français, tous, sans ceux qui parlent à la télévision, à la radio, tous, venir vous expliquer que les valeurs de la République ou les valeurs de la laïcité républicaine vont permettre de résoudre le problème de l'islamisation, eh bien ces gens-là vous mentent et vous trahissent. Mais ils tiennent le discours médiatiquement compatible. Ils tiennent le discours
obligatoire. Ils tiennent le discours de l'ensemble de la classe politique, n'est-ce pas? Mais ils vous trompent. Voilà pourquoi toutes les batailles de résistance doivent être menées face à ce changement de civilisation, à ce changement culturel, à ce changement politique. Il s'agit d'un enjeu révolutionnaire, n'est-ce pas? Moi, je dis que les militants islamistes, puisque ce sont des militants islamistes, ce sont des révolutionnaires. Ils ont un objectif politique et social qui devra se concrétiser par la mise en place de la charia, c'est-à-dire des lois islamiques chez nous, et dans le cadre d'un califat qu'ils veulent être un califat planétaire. C'est un processus révolutionnaire. Nous avons été avec les anciens, dont je fais partie malheureusement aujourd'hui, des militants anticommunistes. Nous avons combattu l'internationale révolutionnaire marxiste. Bon. Et nous avons eu la chance de pouvoir contribuer avec notre petit niveau et à sa défaite et assister à la débâcle, à la destruction de ce modèle soviétique totalitaire et révolutionnaire. Eh bien, au XXe siècle, nous avons relevé le défi de l'internationale révolutionnaire marxiste. Au XXIe siècle, nous allons devoir relever ensemble le défi de l'internationale révolutionnaire islamique. C'est de ça dont il est question. Et voilà pourquoi, et ce que disait tout à l'heure Roland Elie et Robert Spiller était tout à fait exact, c'est aussi un choix de civilisation, un enjeu de civilisation, un combat politique. Une dernière chose, et puis je laisse la parole aux autres intervenants, n'est-ce pas? Dans le combat politique, mesdames et messieurs, il faut comprendre que c'est un combat d'idées, n'est-ce pas? Et qu'à chaque fois que par facilité médiatique ou politicienne ou autre, on recule sur l'essentiel, eh bien on donne raison à ceux qui nous combattent. Et une petite parenthèse sur le fameux mythe dit de la dédiabolisation dont parlaient ce matin Roland et Robert. La politique, c'est un combat. Nos adversaires utilisent l'arme de la culpabilisation, de la dénonciation, de la mise en cause pour nous empêcher de défendre nos idées. C'est ainsi qu'au cours du XXe siècle, les techniques communistes de combat des adversaires du communisme consistaient à se résumer en une seule phrase: « Ah, vous êtes anticommuniste, mais c'est que vous êtes fasciste, ou c'est que vous êtes nazi. Et si vous êtes anticommuniste, c'est que vous êtes fasciste, et donc vous n'avez pas le droit d'avoir la parole. » Ça n'est pas plus compliqué que ça. Ce processus de culpabilisation, c'est ce que certains appellent en effet la diabolisation, mais la diabolisation, c'est une arme psychologique et une arme de propagande utilisée par des adversaires contre des adversaires. La politique, c'est un combat. Alors ça n'est pas en espérant se prosterner devant les idées de nos adversaires ou éviter le conflit politique en évitant de dire la vérité que l'on peut gagner politiquement. Alors peut-être que par des habiletés de ce genre, on gagne des élections. Mais si on gagne des élections en ayant politiquement et idéologiquement reculé, eh bien, avant même de gagner l'élection, on a déjà politiquement perdu. Il faut que les choses soient claires. Donc je souhaite vous faire passer ce message. Lors des élections, vous votez qui vous voulez ou qui vous pouvez. Nous cherchons d'être présents. Mais quoi qu'il en soit, si le jour des élections vous votez pour Dupont ou pour Durand, mais au moins dans votre engagement de militant, militez pour vos idées. Votez pour qui vous pouvez ou pour qui vous voulez, mais au moins militez pour vos idées et défendez les organisations, les associations, les revues qui défendent vos idées, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas des minorités organisées, conscientes, comme disaient les trotskistes, conscientes et organisées, qui mènent la bataille sur nos idées, sur la résistance, sur la volonté de reconquête, eh bien, mesdames et messieurs, ce ne sont pas les masses, comme disaient les marxistes, qui le feront à votre place. Personne ne le fera, puisque le système politique et médiatique qui contrôle l'opinion est un système dont l'objectif est la disparition de tout ce qui est lié à l'identité nationale, à la conscience des peuples, au nom de leur théorie absurde de la République planétaire et universelle dite des droits de l'homme. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La question de l'islam est une question
essentiel. Il n'y a pas de compromis possible, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de cohabitation. Ce sera soit la culture nationale européenne, soit la culture islamique. Et c'est soit le monde de l'islam, soit la nation de l'islam, la maison de l'islam, l'Oumma. C'est la nation de l'islam ou c'est la nation française? C'est la nation hongroise ou c'est la nation de l'islam, n'est-ce pas? Bon. D'où la nécessité, encore une fois, et cela a déjà été dit, de mener ensemble la bataille de civilisation. Nous, nationaux d'Europe, nous, patriotes d'Europe, qu'on soit français, hongrois, italiens ou autres, tous ensemble, nous allons mener cette bataille qui est un enjeu de civilisation.